Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du week-end, l'actu du geek du week-end. Alors on va parler de plein de sujets dans cette vidéo, comme d'habitude. On va parler bien entendu de TSMC 1 nanomètre, on va parler de Intel, on va parler de AMD, on va parler de Switch Pro. Vous avez vu, il y en a un paquet d'informations. On va parler un petit peu de Xbox Series S. Et surtout, bien entendu, on va parler de Forbidden West, de Horizon Forbidden West. A tout de suite. Commençons tout de suite par la petite Xbox Series S. J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai dit que selon moi, à la fin de l'année, elle serait à 249 €, 250 €. Elle est actuellement à 299 €. Et donc j'ai dit qu'elle baisserait rapidement à 249, 250 € selon moi. Eh bien écoutez, je pense avoir raison et j'en suis assez heureux. Je peux me tromper, mais il y a des premiers prix aujourd'hui. À la Fnac.com par exemple, vous avez la Xbox Series S avec deux manettes et un casque. Un petit casque, hein, c'est pas le casque Xbox bien entendu, mais un petit casque, et bien vous l'avez pour 320 €. Donc si on calcule la deuxième manette à 40 € et le casque à 20 €, j'ai pris des prix un peu plus réduits, hein, pour la réduction en l'occurrence, eh bien ça ferait la Xbox Series S à 260 €. Voilà, donc je pense que ça se profile comme ça, c'est-à-dire que petit à petit, on va arriver à des prix où vous l'aurez à 249 €, je pense, en fin d'année. C'est juste une information, je vous le précise, je ne suis absolument pas sponsorisé par la Fnac, d'ailleurs il y a eu d'autres sites qui ont fait le même style de promo. Juste une information sur Intel avec le Meteor Lake, l'architecture Meteor Lake qui va sortir en 2023 en 7 nanomètres super fin. Ils appellent ça le Uncensored Super Fin, c'est-à-dire le super fin, c'est-à-dire un 7 nanomètres optimisé, un 7 nanomètres plus, comme ils ont fait le 10 nanomètres plus, ou le 14 nanomètres plus. Je vous rappelle, pour information, que le 10 nanomètres plus de chez Intel est équivalent au 7 nanomètres de chez TSMC en l'occurrence, c'est-à-dire que même il y a plus de transistors en termes d'intégration que le 7 nanomètres de TSMC. Donc c'est-à-dire qu'Intel arrivera vraiment à optimiser ses process et donc ce sera un 7 nanomètres optimisé. Oui, mais en 2023, je vous rappelle également que TSMC sera normalement en 3 nanomètres, ce qui fait quand même toujours un écart assez important. D'où, entre parenthèses, le partenariat avec IBM pour rattraper ce retard. J'ai fait une émission là-dessus. Mais c'est toujours intéressant de regarder l'évolution de Intel. Peut-être qu'ils vont petit à petit rattraper leur retard grâce à IBM et aussi grâce à leur propre centre de R&D. De l'autre côté, nous avons AMD qui annonce le Milan X en X3D. C'est quoi le X3D? C'est une nouvelle façon de packager leurs puces. Vous savez que AMD sont assez novateurs en termes de packaging. Ils ont fait le HBM, le High Bandwidth Memory, c'est-à-dire une augmentation de la bande passante en empilant les mémoires, les DRAM les unes sur les autres. Ils ont fait également le MCM, le Multi-Chip Module, je vous ai déjà expliqué. Ils ont séparé les cœurs sur les plaquettes de silicium. Au lieu de faire une énorme puce, ils font plusieurs petites puces qui sont reliées entre elles par un bus de communication, ce qui permet bien entendu un bien meilleur rendement sur la plaquette de silicium. Ils ont fait le Chiplets, c'est quoi? C'est-à-dire un assemblage dans un package de plusieurs puces mais de technos différentes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des cœurs en 7 nanomètres, pour avoir un bus en 5 nanomètres ou inversement. Ainsi ils optimisent le process en fonction des règles de design qu'ils ont sur chaque partie de leur processeur, de leur CPU en l'occurrence. Et bien maintenant, ils ont fait le X3D. C'est quoi le X3D? Et bien c'est tout simplement le mélange des deux, le mélange des meilleurs mondes de AMD, on pourrait dire, puisqu'il y a le HBM, donc tout ce qui est augmentation de la taille mémoire, l'empilement des DRAM en l'occurrence, et le Chiplets, c'est-à-dire plusieurs puces qui peuvent être intégrées dans ce même package avec des process de taille différentes, comme le 5 nanomètres et le 3 nanomètres par exemple. Je donnerai un peu plus d'informations sur le Milan X lorsque j'en aurai, mais c'est une voie intéressante par rapport à ce que fait Intel et Nvidia qui prennent des voies un peu différentes, même si d'ailleurs Nvidia va se mettre au MCM et probablement d'ailleurs Intel va s'y mettre aussi. La Switch Pro, eh oui, parlons rapidement de la Switch Pro. On a visiblement plusieurs insiders, il y a Bloomberg bien entendu, mais d'autres insiders qui confirment la nouvelle comme quoi la Switch Pro arriverait peut-être en automne directement. Alors j'avais dit que la Switch Pro pour moi elle n'arriverait pas avant novembre, vous savez, juste avant Noël, voire même en 2022 à cause de la pénurie. Mais il est possible que non, que l'information soit exacte et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un autre facteur qui peut arriver, c'est tout simplement que la Switch classique, elle date de 2017, c'est-à-dire 4 ans. Et il est vrai que si on sort une Switch Pro plus tard, elle sera trop proche, selon moi, effectivement, d'une nouvelle
console que va faire Nintendo au bout de 7-8 ans. C'est-à-dire tous les 7-8 ans, on change vraiment d'architecture, de type de console. Et donc s'ils veulent faire une Switch Pro, elle ne peut pas sortir dans 2-3 ans, ce serait trop proche de la nouvelle console. S'ils veulent rentabiliser la Switch Pro, comme la PS4 Pro, ça a été le cas pour la PS4 Pro ou la Xbox One X, eh bien il faut qu'ils la sortent effectivement au bout de maximum 4 ans. Donc peut-être qu'effectivement ils vont la sortir en septembre. Information confirmée par le fait que Nvidia, on le sait, pour les Tegra qu'il y a dans la Switch, ne veulent plus processer ces puces-là, ils veulent changer de puce, changer de technologie. Donc tout ça peut faire que ça précipite un peu Nintendo et que effectivement Nintendo sorte une console en septembre, octobre ou peut-être novembre, mais de cette année-là, une Switch Pro. On verra le prix, car le prix risquerait d'être un peu plus cher. En effet, il y aurait la Switch Lite qui resterait, la nouvelle Switch qui resterait un peu moins chère, et cette Switch Pro qui remplacerait la Switch classique et qui serait peut-être 100 € de plus, enfin qui tournerait autour de 400 € au minimum. À voir si c'est vrai, parce que ça fait quand même un peu cher, ça fait quand même plus cher qu'une Xbox Series S. Alors en l'occurrence, c'est effectivement pas le même usage, je le reconnais tout à fait, mais ça fait proche quand même des Xbox Series X et PS5. En l'occurrence, ça ferait même plus cher que la PS5 des maths. Vous savez, celle qui n'a pas le Blu-ray, qui est à 399 €. Donc quand même, c'est à surveiller de près ce prix, même si je suis persuadé qu'elle va très très bien marcher, et même effectivement si ce n'est pas tout à fait la même chose, car c'est une console hybride qui peut être portable, qui aura un écran OLED, je vous rappelle, donc elle a des éléments différents de la PS5 ou de la Xbox Series X. TSMC a annoncé qu'ils avaient atteint le 1 nanomètre, et oui, le 1 nanomètre, là où, je vous rappelle, j'ai fait une émission là-dessus, IBM avait annoncé qu'ils avaient atteint le 2 nanomètres. Eh bien oui, c'est la guerre de la technologie, bien entendu, TSMC ne pouvait pas ne pas réagir justement à l'annonce de IBM. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut être honnête avec IBM. IBM, ils ont fait une plaquette de silicium, ils ont fait des processeurs, et il y en a parmi la plaquette de silicium, il y en a peut-être un, peut-être plusieurs qui ont fonctionné en 2 nanomètres, c'est-à-dire qu'ils ont fait la découpe et ils ont eu une puce fonctionnelle. Alors attention, c'est pas un processeur style Ryzen, style Intel ou je ne sais quoi, c'est-à-dire avec des millions de transistors. Probablement que c'est un processeur avec quelques milliers ou dizaines de milliers de transistors. Mais en tout cas, c'est une vraie puce. La différence avec TSMC qui, dans son labo de recherche, a fait quoi? A fait un transistor, ou plusieurs transistors, mais un transistor fonctionnel en 1 nanomètre, c'est-à-dire la base même de l'électronique, mais ce n'est pas une puce entière. Alors il faut savoir qu'ils sont allés quand même plus loin, TSMC, ce qui me fait dire que c'est pas pour tout de suite, c'est quand même pour dans une dizaine d'années selon moi, peut-être un peu plus près, parce que TSMC va très vite, mais quand même, parce qu'ils ont utilisé un matériau différent du silicium. Et oui, en 1 nanomètre, je vous rappelle d'ailleurs que l'atome de silicium fait 110 picomètres, c'est-à-dire qu'on peut mettre à peu près 9 atomes de silicium de chaque côté pour un transistor, c'est-à-dire c'est très très faible en termes de courant de fuite, c'est énorme. Donc il y a des techniques, comme je vous ai expliqué pour les transistors, avec des transistors en 3D verticaux, c'est-à-dire qu'on va gagner en volume, en hauteur, ce qui va permettre de diminuer les courants de fuite sur la grille. Mais en l'occurrence, ce n'est pas ce qui a été utilisé par TSMC pour ce 1 nanomètre. Ils ont utilisé un matériau bidimensionnel, ce qu'ils appellent, c'est plutôt un matériau, on va dire, en 3D, c'est-à-dire un matériau style graphène. Et vous avez entendu peut-être parler du graphène, j'en ai parlé dans une précédente émission JVD Top. C'est les nouveaux matériaux qui vont peut-être remplacer le silicium, qui vont permettre d'aligner des atomes en 3 dimensions et donc de faire des transistors en 3 dimensions. Des dimensions nanométriques, je le précise. Et donc, ils ont réussi à utiliser un type de matériau style graphène pour faire leur premier transistor à nanomètre qui aurait apparemment à peu près les mêmes propriétés qu'un transistor sur silicium. Ça promet beaucoup parce que TSMC, s'il se lance là-dedans, c'est pour faire de la production. Ça veut dire que ce n'est pas un labo de recherche qui fait quelques recherches comme ça pour voir un peu ce qu'on peut faire dans l'avenir. Non, c'est dans l'idée de produire en production ce style de transistor et donc d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire actuellement avec le silicium. Et maintenant, on va passer au sujet principal de cette vidéo, la vidéo, et oui, la présentation, le nouveau trailer d'Horizon Forbidden West. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je suis très très mal placé pour en parler, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis hypé par ce jeu, moi j'étais hypé par le jeu Horizon Zero Dawn. Donc c'est difficile de prendre du recul vis-à-vis de ce qui a été présenté, toutefois je vais le faire. Alors très honnêtement, j'ai trouvé ça quand même assez bluffant, je vais être très honnête avec vous, même si j'aurai quelques points d'interrogation que je vais mettre à la fin, j'ai trouvé ça bluffant. Les textures étaient bien entendu plus belles que sur PS4 et PS4 Pro, heureusement, elles étaient améliorées, elles étaient plus nombreuses, il y avait plus de couleurs, elles étaient plus précises, les cinématiques aussi, j'ai trouvé le visage de Aloy
mieux défini que dans la première version, ce qui me paraît normal. C'est assez marrant d'ailleurs parce que je l'ai trouvé quelque part un peu vieilli, comme si elle avait passé les quelques années, vous savez, entre le 1 et le 2, entre Zero Dawn et Forbidden West, elle avait passé ces quelques années dans ce monde imaginaire et qu'elle avait finalement vieilli comme nous. Bien entendu, les créatures sont mieux définies, sont plus colorées, les assets qui les composent sont plus fines, sont plus précises, ainsi que les paysages sont plus fournis, c'est normal, plus vivants aussi, ça bouge plus, vous voyez ce que je veux dire, l'herbe, tout ça, on sent le vent, on sent les oiseaux, il y a plus d'animaux, il y a plus d'oiseaux. Bien entendu, la partie sous-marine a été magnifique, j'ai adoré la partie sous-marine, même si ce n'est pas tout à fait aussi précis que la première présentation où c'était presque du photoréalisme, rappelez-vous, c'était quand même très très joli, les bancs de poissons, les mouvements sous l'eau, etc. Bon, j'ai eu une petite interrogation parce que Aloy, je ne l'ai pas vu prendre un appareillage spécifique, je trouve qu'en apnée, elle est quand même assez championne, mais c'est un détail. En termes de combat, il y a eu des améliorations par rapport au premier, on le sent, c'est un peu plus fluide, il y a plus de mouvements, il y a plus de possibilités, de combos. Et donc, qu'est-ce que je vais en conclure de tout ça? Je vais en conclure de tout ça que moi, personnellement, j'attends énormément de ce jeu, j'attends énormément le jeu en lui-même, j'espère qu'il sortira d'ailleurs en 2021. Maintenant, je vais faire quelques remarques quand même. La première remarque, c'est sur l'ensemble de PlayStation, mais aussi de Xbox, de Nintendo. Il faudrait faire attention à ne pas trop s'enfermer sur des suites. C'est-à-dire que, je parle de PlayStation en l'occurrence, mais ça peut être Xbox, ça peut être Nintendo, ça peut être le monde PC. On a tendance, c'est même le monde d'ailleurs, si vous regardez bien, le monde du cinéma, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on est dans la reprise, dans la reprise, dans la reprise. J'aimerais avoir des nouveautés. Qu'est-ce qui m'a plu dans Horizon Zero Dawn, par exemple? Eh bien, c'était une nouveauté, c'est-à-dire un nouvel univers. Quand j'ai découvert cet univers avec ces machines, en l'occurrence, et puis ce système un peu post-apo, j'ai été émerveillé, effectivement, j'étais surpris. C'est la surprise de la nouveauté qui est intéressante aussi. Là, évidemment, c'est un 2, on connaît quand même beaucoup de choses. Même si les machines sont nouvelles, même si l'univers, bien sûr, est différent, c'est quand même un 2, voilà. Donc j'aimerais que les studios PlayStation nous fassent des suites, ça c'est très très bien et j'en suis le premier heureux, mais j'aimerais aussi avoir des nouveautés, vous voyez, des nouvelles licences. Je parle de PlayStation, je parle de Xbox, je parle de Nintendo. Donc ça c'est un point général. Je trouve qu'il y a beaucoup de suites, peut-être un peu trop et peut-être pas assez de nouveautés. Alors je sais que par exemple, côté PlayStation, Naughty Dog en prépare une. J'espère qu'elle sera bien. Côté aspect visuel, je dirais que c'est une nette amélioration quand même pour moi sur la PS5, c'est normal, hein, c'est une nouvelle machine, heureusement. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est par rapport au premier, on se situe maintenant. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple le pont de San Francisco dans la démo qui nous a été présentée. C'est-à-dire qu'on a vraiment une localisation qui peut nous ancrer nous-mêmes sur ce qu'on connaît. Donc c'est toujours intéressant en post-apo de voir ce que c'est devenu par rapport à ce que l'on connaît. C'est toujours mieux qu'un univers totalement étranger qu'on ne connaît pas. Maintenant, là aussi, je dirais, effectivement, c'est une suite, donc il n'y a pas de révolution. C'est une évolution du premier sur tous les aspects, c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne m'attarde pas aux détails, hein. Est-ce que, voilà, elle a fait ses traces de pas dans le sable ou des choses comme ça. Je dirais que dans l'ensemble, ça a l'air très très beau. On verra bien sûr au gameplay. Par contre, l'aspect technique, je serais assez intéressant que Digital Foundry nous analyse par exemple la vidéo qui a été présentée pour savoir si c'est de l'upscaling, si c'est du 4K à combien, si c'est upscalé, pour savoir si c'est du 30 fps ou du 60 fps. C'est assez intéressant parce que quand même, on peut espérer du 60 fps sur ce type de jeu sur une PS5. C'est ça qui est important, la fluidité dans le gameplay. Donc on verra ce qui va être proposé, s'il y a deux modes, s'il y a un seul mode, si ce mode-là c'est un mode boost. La PS4, j'espère, vraiment, j'espère qu'ils vont travailler dessus. Je pense que oui, honnêtement. Je pense que le syndrome CD Projekt Red n'arrivera pas chez Sony, parce que Sony est maître de ce studio, hein, c'est normal, Guerrilla Games. Et donc Guerrilla Games, qui travaille pour PlayStation, va s'assurer que ça marche sur la PS4 et la PS4 Pro. Ils auront sans doute moins de problèmes de portage que pour Cyberpunk 2077. Mais j'espère quand même, et entre parenthèses, les possesseurs de PS4, PS4 Pro, je dirais que vous ne serez pas déçus, je pense, j'espère, mais il ne faut pas vous attendre à cette version-là. C'est normal, c'est la version PS5 qui a été présentée. Et c'est un peu là le problème, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une version beaucoup plus proche de la première version, c'est-à-dire Horizon Zero Dawn, et non pas Horizon Forbidden West, tel qu'on l'a vu sur la PS5. On verra et on en discutera au moment où ces versions sortiront sur la PS4, PS4 Pro et PS5. En termes d'histoire, eh bien écoutez, je dirais que j'espère également que l'histoire est intéressante, que ça va un peu plus loin que combattre cette espèce d'herbe rouge qui envahit tout,
et donc on va chercher quelque chose pour la combattre. J'espère qu'il y aura, vous savez, des retournements de situation, un peu de cliffhanger. C'est toujours intéressant dans un jeu d'être surpris aussi par l'histoire. C'est mon avis en tout cas, parce que c'est un jeu quand même qui porte sur l'histoire. C'est pas qu'un jeu de combat. Et pour finir, je dirais qu'il faut peut-être pas trop se hyper sur la présentation qui nous a été faite, parce que je la trouve très condensée. Alors soit c'est le début, et c'est normal, un début de jeu c'est comme un début de roman, il faut que ça attire le lecteur. Après vous avez des chapitres au milieu qui sont un peu plus calmes, entre guillemets, un peu plus longs, puis vous avez des cliffhangers au milieu pour attirer à nouveau le lecteur, pour le retenir, pour tenir son attention, comme on dit, jusqu'au bout, et à la fin, bien entendu, vous avez la révélation finale qui doit retourner l'esprit du lecteur. Et bien là, j'espère que c'est la même chose pour ce jeu, mais ce qu'on nous a présenté, c'était vraiment très dense. On a vu plusieurs paysages, vous imaginez, on a vu un peu la jungle, on a vu la plage, on a vu un village, on a vu la séquence sous l'eau en l'occurrence. Donc on a vu beaucoup de paysages, avec aussi le pont de San Francisco, en moins de 15 minutes. On a vu différentes machines, on a vu un combat avec le gros boss en l'occurrence, l'espèce de mammouth, on a vu des crocodiles, on a vu plein de choses, on a vu le clan, il y a eu plein de cinématiques, il y a eu 5-6 cinématiques de suite, donc c'était vraiment très dense. Donc je doute quand même qu'il y ait 20, 30, 40 heures de jeu comme ça. C'est mon avis bien entendu, si c'est ça, effectivement ça va faire le gros buzz. Mais je pense qu'effectivement il y aura des phases RPG comme on dit, c'est-à-dire vous allez vous balader, vous allez chercher des ressources, vous allez chercher des améliorations, vous revenez, vous repartez, vous revenez. Des phases plus classiques. Et donc ce qu'on a vu, il faut faire attention, d'ailleurs c'était marqué, ça ne représente pas le jeu final, ce qui a été présenté, et bien ça veut dire que soit c'est effectivement le début, ou soit effectivement ce sera peut-être un peu plus étalé. Nous verrons en tout cas ce qu'ils vont nous proposer, mais bon, je ne vais pas bouder mon plaisir, je vais être très honnête avec vous, moi j'ai été vraiment hypé par ce jeu, voilà, j'étais hypé par le premier, c'est normal que j'attende la suite avec impatience, même si je comprends que certains qui n'ont pas aimé le premier n'aimeront absolument pas celui-ci qui n'est qu'une suite finalement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!